Alors, je continue à faire des vidéos sur YouTube, même si le niveau de censure est complètement délirant, puisque j'ai remarqué qu'en faisant Bertrand Scholler sur Google et en cherchant vidéo, ma chaîne YouTube apparaît en 5 ou 6e page et mes vidéos apparaissent après. C'est-à-dire, il y a une cinquantaine ou une soixantaine de propositions de vidéos dans lesquelles je suis. Certaines font plusieurs dizaines ou centaines de milliers de vues, mais les miennes apparaissent très loin. Quand je fais des commentaires sur ma chaîne, sur ma propre chaîne, ils n'apparaissent pas. C'est-à-dire que si quelqu'un regarde avec un autre compte, il ne les voit pas. En fait, c'est délirant, le niveau de censure est complètement fou. C'est intéressant parce que les Américains, l'équipe de Trump a vécu ça, et ça va être un de leurs chevaux de bataille, y compris en Europe, puisque le futur vice-président, avec Trump, a annoncé que si les Européens voulaient continuer à avoir de bonnes relations avec les Américains, et surtout que les Américains soient à leur côté dans le cadre de l'OTAN ou autre, eh bien, ils devraient respecter le premier et le deuxième amendement américain, en particulier le premier sur la liberté d'expression, puisque, un peu reprenant la fameuse formule de Churchill, auquel on disait on doit faire des économies, autant économiser au ministère de la Culture, avait dit mais ça sert à quoi de faire la guerre si c'est pour économiser au ministère de la Culture alors que ça devrait être l'inverse. On fait la guerre pour pouvoir augmenter le budget de la culture. Eh bien, on pourrait dire la même chose. On fait la guerre, entre guillemets, pour que la liberté d'expression puisse être préservée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'existe le deuxième amendement. C'est pour combattre les tyrans qui pourraient l'enlever. Et en fait, en Europe, on est véritablement dans une tyrannie forte, folle. On est dirigé par des psychopathes. Vous allez voir, cet entretien avec Karl Brochu, je pense, c'est passionnant. Il va vous passionner. On parle évidemment du marécage américain face auquel va se heurter Donald Trump et son équipe. L'entourage de Donald Trump, en particulier Ron Paul, Robert Kennedy, Elon Musk, Tucker Carlson, Joe Rogan et bien d'autres. Et aussi déjà des combines au sein du Parti républicain pour essayer de mettre à la tête du Sénat quelqu'un qui n'est pas favorable à Donald Trump. Donc on voit qu'en fait tout est compliqué. Le marécage de Washington essaye de se préserver, essaye coûte que coûte de se préserver. Évidemment, les équipes de Trump s'y attendent, elles sont préparées à ça et elles ne se laisseront pas faire. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au cœur du marécage, il y a vraisemblablement, et on s'en rendra de plus en plus compte au cours des jours et des semaines à venir, les PAC, donc le lobby des Juifs américains. Je vous invite à regarder sur Wikipédia, par exemple, comment ce lobby se présente lui-même, son influence immense aux États-Unis et son influence considérable sur la politique américaine, en particulier vis-à-vis d'Israël, donc vis-à-vis de l'Iran et finalement vis-à-vis de tout le monde entier, mais également la politique à l'intérieur des États-Unis. On voit bien que c'est un véritable problème. On peut se demander si ce n'est pas un véritable problème également en Europe. Évidemment, c'est un immense problème au Moyen-Orient. Et pourquoi on peut se poser cette question pour l'Europe? Eh bien, on vient d'avoir l'exemple des hooligans du Maccabi Tel Aviv ou Haïfa, je ne sais plus lequel, et qui ont vraiment eu un comportement provocateur absolument inacceptable en Hollande. Suite à ça, il y a eu des réactions. Est-ce que ces réactions devaient avoir lieu ou pas? En tout cas, quand il y a des provocations, on sait qu'il y a des risques de réaction. Et ces personnes, ces hooligans, non seulement ils n'étaient pas traumatisés puisqu'ils chantaient des chants racistes et des chants abominables dans leur avion de retour vers Israël, mais en plus, au lieu d'être accueillis dans leur pays par la police pour être arrêtés et interrogés compte tenu de l'image scandaleuse qu'ils ont donnée en Europe, sont accueillis en héros. Et ça, véritablement, je vous invite à méditer entre le génocide qui se passe actuellement à Gaza, la barbarie et la destruction massive du sud de Liban,
les bombardements quasiment quotidiens, qui ont lieu sur la Syrie, également les tensions avec l'Iran, tout ce qui se passe actuellement dans le Donbass, en Russie. On voit qu'il n'y a pas du tout cette volonté de paix. Vous verrez, on en parle dans le détail avec Karl Brochu. Ça va vous passionner. Sinon, vous pouvez, comme toujours, vous abonner à cette chaîne YouTube, commenter les vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne Substack. Vous faites substack.com et je suis Bertrand55, B-E-R-T-R-A-N-D 55. Sinon, vous pouvez me proposer votre aide sur différents sujets qui concernent un jeune média, petit média comme le mien, comme faire des montages, essayer de faire vivre une chaîne TikTok éventuellement, ou toute autre possibilité qui vous traverserait l'esprit à me proposer. Et pour ça, vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com. bertrand@55bellechasse.com. 55 B-E-2-L-E CHA2SE.com. Dans la description de cette vidéo, vous avez aussi toutes les possibilités d'aider sur PayPal, d'aider sur Tipeee, d'aider sur Litchi, d'aider sur GoFundMe. Je me suis mis véritablement sur tous les médias et les personnes peuvent aider en donnant 1 euro, 5 euros, 10 euros ou selon vos moyens. Et voir si vous n'en avez pas, continuez à profiter gratuitement de tout ce que je fais sur X, où j'ai récupéré hier mon gros compte. Et franchement, ça fait une énorme différence. Donc j'espère que je ne serai plus attaqué autant que j'ai pu l'être dans le temps. Je sais que en Union européenne, les attaques continueront massivement. C'est comme ça. Et tant que certaines personnes se sentiront protégées, auront l'impression que tout leur est permis, évidemment, ça continuera à se passer de cette manière. De toute façon, il faut continuer à lutter, il faut continuer à vous investir, il faut continuer à communiquer, parce que c'est là que ça se passe. Il faut absolument que le plus grand nombre de personnes comprennent ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale, et que le camp du bien est peut-être celui aujourd'hui qui est représenté par les pays qu'on vous a toujours présenté comme étant l'axe du mal, c'est-à-dire la Russie, la Chine et bien d'autres pays, mais certainement pas la France ni Israël. En tout cas, merci de m'accompagner dans cette aventure et vraiment profiter de cette vidéo avec Karl Brochu. C'est absolument passionnant. À très bientôt. Je voulais qu'on parle effectivement du nouveau duo Poutine-Trump, la nécessaire bonne entente. Je crois que c'est maintenant une des préoccupations qu'on a avec l'élection de Trump, avec tout ce que promis, entre autres, dans le dossier de l'Ukraine. Tout l'espoir fondé sur la résolution des conflits qui a été allumé sous le mandat de Biden et que Trump promet de mettre fin rapidement. Bertrand, je n'ai pas ton micro toujours. C'est de ton côté, je crois, que tu as arrêté ton micro parce que ça allait bien juste avant l'émission. Ça y voilà. Est, je vais bien. Alors, on va discuter de ça, Bertrand. Tout d'abord, ça fait déjà près d'une semaine là, de l'élection de Donald Trump. As-tu des commentaires à formuler là, en début d'émission?
Alors, la première chose, mais je pense que pratiquement tout le monde est déjà au courant, mais d'une part, l'élection de Donald Trump, hein, les résultats ont été annoncés très rapidement, puisque dès le milieu de la nuit, entre guillemets, c'était clair qu'il allait être élu. Et aujourd'hui, non seulement il a été élu en remportant la totalité des États clés, ce qui s'appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui en général font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé, qu'un président élu ait l'intégralité de ces États. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a gagné haut la main le vote populaire, et il le gagne haut la main avec un score qui est d'environ 72 millions de voix, mais Kamala Harris a un score qui est 15 millions de voix en dessous du score qu'est censé avoir réalisé Biden en 2020. Et lui-même avait eu plus de 12 millions de voix de plus que le meilleur score républicain jamais réalisé, qui était le score de Barack Obama. Donc, c'est une véritable question qui va sans doute intéresser beaucoup de monde. C'est comment Joe Biden, qui n'avait pas du tout fait une campagne forte, puisque vous vous rappelez, c'était la période du Covid, donc il n'avait pas fait de meetings électoraux, il n'avait rien fait, il n'avait pas eu d'enthousiasme autour de lui, alors que Kamala Harris a dépensé plus d'1,2 milliard. Et en fait, elle a même dépensé plus parce qu'elle a 20 millions de pertes à cause d'un concert qu'elle a fait en dernière minute avec toutes les stars d'Hollywood qui venaient à son secours, ce qui n'a manifestement pas suffi. Donc Trump a tout gagné. Il montre qu'en 2020, il avait également gagné et qu'il y a eu de la triche, que les gens qui ont été enfermés donc suite aux événements du 6 janvier 2021, forcément, il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé. Si tu veux, le 6 janvier 2021, on sent que c'était un coup monté contre Trump. Il y a des gens qui sont en prison. La question, c'est est-ce que Trump va corriger tout ça ou est-ce qu'il va se focaliser, comme tu le disais dès l'introduction, sur les guerres qui se déroulent en ce moment dans le monde, en Ukraine, et dans lesquelles les Américains dépensent beaucoup d'argent, mais ils en gagnent énormément aussi, puisqu'en fait, ils en dépensent, mais ce qu'ils dépensent, ils le vendent en armes, en gaz beaucoup plus cher, avec leur dollar qui est encore une fois toujours incontournable, en tout cas pour tous leurs vassaux, entre guillemets, et la guerre au Proche-Orient qui là leur coûte extraordinairement cher, même si là aussi ils vendent beaucoup d'armes dans ce cadre-là. Mais ce que ça coûte le plus, en fait, la guerre au Proche-Orient aux Américains, c'est leur réputation. Parce que ce que ressentent les gens du monde entier, c'est que les Américains sont associés directement à un État qui est devenu génocidaire, qui est l'État israélien gouverné par Netanyahou. Il s'est passé d'ailleurs quelque chose pendant la soirée électorale, pendant la journée électorale, c'est que Netanyahou a dû très tôt savoir que Trump allait gagner. Alors, on pouvait le savoir depuis longtemps parce qu'il y avait des sondages sérieux qui donnaient Trump vainqueur, mais en toute bonne foi, beaucoup de personnes pensaient que Kamala Harris allait gagner, qu'ils avaient réussi avec l'IVG à faire un hold-up en utilisant les femmes américaines. Mais ce qui s'est passé, c'est que Netanyahou a viré tous les gens importants dans son gouvernement qui avaient une forme d'autonomie et surtout qui avaient des liens directs avec des gens proches de Donald Trump. Et donc, en les virant, il se rend un point de passage obligatoire pour la future administration Trump pour discuter, puisqu'il a pris comme ministre de la Défense Katz, qui est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout, d'une part, c'est pas un militaire, et d'autre part, c'est quelqu'un qui doit tout et toute sa carrière à Netanyahou. Donc, il sera d'une fidélité totale à Netanyahou, ce qui fait que si les Américains veulent discuter, eh bien, ils ne peuvent discuter qu'avec Netanyahou, qui se considère suffisamment malin
pour les convaincre, les retourner et obtenir d'eux ce qu'ils veulent. Mais c'est un peu comme Bill Gates ou Macron, qui dès son élection ont dit à Donald Trump, on souhaite vivement travailler avec vous, comme Pompeo, Nikki Haley, etc. C'est-à-dire que depuis quelques jours, la terre entière veut travailler avec Trump. Ils le détestent toujours autant, mais ils se disent, on va le flatter, il doit être un peu narcissique, donc si on lui dit qu'on a envie de travailler avec lui, qu'on le trouve follement intéressant, peut-être qu'il va retomber dans le même piège qu'en 2016. Puisque si vous vous rappelez, en 2016, Trump s'est extraordinairement mal entouré. Il a pris avec lui tous les leaders, entre guillemets, du marécage. C'est-à-dire qu'il avait annoncé qu'il se débarrasserait du marécage et il n'a pris que des gens du marécage. En revanche, il a expliqué plus tard pourquoi il l'avait fait. Il a dit, voilà, j'avais pris un tel parce que quand j'allais avec lui au Proche ou au Moyen-Orient, ils savaient tous qu'il était tellement cinglé qu'il valait mieux tout de suite négocier parce qu'avec quelqu'un comme lui, secrétaire à ceci ou cela, les choses pouvaient s'envenimer très rapidement. Mais je crois que entre 2016 et 2024, il s'est passé énormément de choses. Et ce que je vais dire est véritablement extrêmement important. C'est-à-dire que pendant 4 ans, Trump n'a quasiment pas pu discuter. Pendant 4 ans, les Américains se sont refermés sur eux-mêmes pour uniquement essayer de se débarrasser de Trump. Ils ont fait beaucoup moins de politique internationale. Ils se sont très peu occupés de la Russie et de la Chine. Et les deux pays, la Russie et la Chine, ont profité de cette période-là pour véritablement se renforcer. C'est-à-dire, la Russie a mis des bouchées doubles sur toutes ces armes très sophistiquées, les missiles hypersoniques, des nouveaux porte-avions, de l'influence de plus en plus forte au niveau régional, à rétablir en fait une armée qui avait vraiment beaucoup donné pendant la campagne en Syrie, puisque je rappelle que la Russie venait de sauvegarder entre guillemets l'intégrité de la Syrie au moment où Trump est élu, puisque après il n'y a plus de guerre, il y a des troupes américaines qui sont toujours en Syrie, mais Trump a annoncé qu'il souhaitait les enlever. Et la Chine a fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout un travail pour se débarrasser des effets négatifs de la mondialisation. Ils ont remis au pas les milliardaires, ils ont recentré entre guillemets l'intérêt, leur stratégie économique sur les Chinois et pas sur le reste du monde, puisque maintenant ils ont un marché intérieur qui est énorme, puisque ils ont une classe moyenne qui est plus grande que la population européenne. C'est-à-dire que les riches, les Chinois ont plus de millionnaires que l'Europe, ils ont plus de milliardaires que l'Europe et ils ont plus de bourgeois, entre guillemets, que l'Europe. Donc ils ont un marché intérieur qui est considérable. S'ils ont plus que l'Europe, ils ont évidemment plus que les États-Unis, puisque l'Europe, c'est à peu près 50% de plus que la population américaine. Tu as 450 millions et la Chine, c'est 1,4 milliard. Et donc, quand le Covid est arrivé, eh bien, que ce soit les Russes ou les Chinois, ils ont accentué, entre guillemets, leur préparation à ce qui allait advenir avec une élection des démocrates, puisque élection de démocrates, ça rime toujours avec des guerres. Il faut savoir que Obama, sa campagne, c'était Hope, et je crois qu'il n'y a jamais eu autant de bombardements et de guerres que sous Obama. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Libye, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé partout, en Syrie, etc., pour comprendre qu'Obama, ça a été un président qui a fait des guerres presque partout et qui a essayé de renverser au Venezuela, en Bolivie, enfin partout. Donc c'était pas du tout un président Hope. Sous Trump, il n'y a pas eu de guerre, et sous Biden, il n'y a jamais eu autant de guerres. C'est-à-dire qu'on est au bord de la guerre nucléaire sur le front ukrainien, et on est au bord de la guerre nucléaire suite à ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran. Iran qui a des alliés très puissants qui s'appellent la Chine et la Russie, sachant que Israël a les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin
une très grande partie des pays de l'OTAN qui sont complètement au garde à vous pour servir, entre guillemets, en armes, en argent, en information, Israël. Donc, cette période démocrate, cette période de Biden, a été, et encore, puisque Biden sera toujours président jusqu'au 20 janvier, la période la plus dangereuse. Et donc, Trump, il a fait sa campagne sur un certain nombre de sujets. Le premier, c'est toujours son sujet récurrent, c'est il faut drainer le marécage. Le deuxième, c'est il faut faire très vite la paix avec la Russie, donc en Ukraine. Et il y a eu déjà des fuites de projets, de propositions de paix là-bas. Et Trump est également le seul qui a parlé régulièrement pendant la campagne de paix au Proche-Orient. Sauf que Trump, au début, était très dans une position « j'accuse les mollahs iraniens de tout ». Mais depuis, Trump est en train de complètement changer sa vision des choses parce qu'au cours des dernières semaines, il s'est beaucoup rapproché d'un ancien sénateur, d'un ancien compétiteur à la Maison-Blanche qui s'appelle Ron Paul. Alors, peu de personnes connaissent Ron Paul, mais c'est un libertarien. Donc, ça veut dire c'est quelqu'un qui prône l'influence minimale de l'État dans la chose publique. Et il est aussi le père du sénateur Rand Paul, qui est celui qui a beaucoup bataillé contre Fauci. C'était quasiment le seul, en fait, qui était très en guerre contre Fauci et les mensonges sur le Covid. Et donc, on voit bien qu'on a là quelqu'un qui est courageux et quelqu'un qui pense que les problèmes ne sont pas seulement liés à l'Iran. Il reconnaît que l'Iran a un rôle dans les problèmes, mais pour lui, l'essentiel des problèmes est lié à la politique étrangère des États-Unis, la domination d'Israël sur les décisions de politique étrangère des Américains, et donc en particulier AIPAC. Et donc il y a une question qui se pose en ce moment de plus en plus, puisque Rand Paul est en train de devenir très proche d'Elon Musk, qui est un très proche conseiller aujourd'hui de Donald Trump, mais a également été fortement en contact avec Vance, le vice-président américain, et tous, au contact de Rand Paul, sont en train de comprendre quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. C'est qu'en réalité, peut-être que tous les problèmes actuellement de désordre dans le monde ne sont pas liés à ceux qui sont présentés comme l'axe du mal, mais sont liés à la politique étrangère des Américains, sont liés à la politique de la Fed, la Federal Bank, qui est d'ailleurs montrée du doigt, et il est possible qu'il y ait des grandes difficultés pour la Fed, mais également pour l'influence de AIPAC, qui se vantent d'ailleurs d'avoir une influence énorme au Congrès et au Sénat américain, puisqu'ils disent que 90% des congressmen et des sénateurs ne pourraient pas être élus sans leur soutien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que AIPAC, dans la définition de son rôle, il est de favoriser et de renforcer en permanence les liens indéfectibles entre les États-Unis et Israël, ce qui pose de problème à personne, mais ça commence à poser des problèmes à beaucoup de monde quand l'attitude d'Israël devient déraisonnable. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'attitude d'Israël soit raisonnable, puisqu'ils sont en train d'être jugés pour génocide à la Cour internationale de justice de La Haye, et la Cour pénale internationale, le procureur souhaite émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou et contre Gallant, puisque c'était le ministre de la Défense de l'époque, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les chiffres officiels disent qu'il y a des dizaines de milliers de morts, des chiffres moins officiels mais tout aussi sérieux parlent plutôt de 200 à 300 voire 400 000 morts à Gaza. Et ça s'explique très bien à cause de la famine, à cause des maladies, à cause des personnes qui succombent
à leurs blessures, mais après, et donc ils ne sont pas considérés comme les morts liés au bombardement. Et surtout, en fait, toutes les personnes qui disparaissent, parfois des familles entières, et comme ça se passe dans des zones enclaves, loin des journalistes, etc., on n'en retrouve pas la trace. Par ailleurs, il y aurait entre 12 000 et 25 000 prisonniers de droit commun, c'est-à-dire des personnes qui sont juste emprisonnées parce qu'elles ne plaisaient pas à des soldats quand ils faisaient des ratissages à des points de passage ou dans certaines zones de la ville ou dans des hôpitaux ou ailleurs. Donc, on voit que tout ça, c'est devenu insupportable pour une très grande partie des Américains et surtout, ça crée un désordre très fort possible sur tout ce qui va être le trafic du pétrole, puisque Oui. dans le cadre de cette folie meurtrière d'Israël, ils sont passés à une autre étape. Ils font la même chose en ce moment au Liban. Et d'ailleurs, Netanyahou avait prévenu, si les Libanais ne font pas une révolution de couleur et ne livrent pas le Hezbollah, ils auront le même sort que Gaza. Ça a été dit, répété. Et c'est en train d'être le cas, puisque petit à petit, en fait, tout le sud Liban est détruit. Et je rappelle que selon la même stratégie que ce qui s'était passé à Gaza, régulièrement, le gouvernement israélien fait courir des bruits qui comptent arrêter, entre guillemets, les invasions terrestres ou les incursions dans une semaine. Et en fait, ils gagnent du temps, mais ça ne s'arrête jamais parce qu'entre les deux, il y a toujours une requête ou quelque chose qui justifie de continuer. Et donc, ils disent ça. Donc, les médias disent, bon, ben, Israël va arrêter, on n'a pas besoin de leur mettre la pression puisqu'ils comprennent qu'il faut faire la paix. Et en fait, ils ont gagné une semaine. Il y a une requête qui arrive et ils disent, ah ben non, c'est pire. Et donc, ils continuent plus belle. À Gaza, bah, ça dure depuis plus d'un an et on voit, c'est complètement détruit. Et au Liban, ils détruisent des villages historiques entièrement. C'est-à-dire que les soldats de l'armée israélienne installent des bombes dans toutes les maisons de villages entiers et ils font exploser le village entier en même temps devant les caméras. Des villages qui ont 400-500 ans, dont les églises, dont les mosquées, etc. Et bizarrement, les pays chrétiens ou catholiques ne disent rien. Si c'était fait par un pays musulman, ce serait un scandale monstrueux. Rappelez-vous quand les talibans détruisaient des statues autres. Mais là, quand Israël détruit des monuments millénaires ou des villages entiers, tue des milliers de personnes, ça ne choque pas du tout parce que Israël aurait le droit de se défendre et aurait le droit de sa protection. Mais ils se défendent contre des gens qui ont des armes primitives alors qu'ils ont des centaines d'avions furtifs. Mais tout ça s'est passé en tuant des personnes très importantes en Syrie et en Iran. Les Iraniens ont réagi et on voit qu'en fait, on a une escalade côté iranien. Et c'est ça ce que je voulais dire et c'est ça ce qui inquiète tout le monde parce que ça pourrait conduire l'Iran à fermer complètement le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire à peu près 60% du pétrole commercialisé dans le monde, pas du pétrole produit dans le monde, hein, mais du pétrole commercialisé dans le monde passe par là. Et donc, ça aurait des conséquences catastrophiques sur le cours du pétrole et donc sur l'inflation aux États-Unis. Alors, Trump annonce qu'il va produire beaucoup plus massivement aux États-Unis pour que les États-Unis soient autonomes. Mais c'est pas si simple parce que effectivement, les États-Unis peuvent produire en volume beaucoup plus de pétrole et de gaz, sauf que leur pétrole et leur gaz, ils sont de qualité très très mauvaise. Et quand je dis très mauvaise, je suis gentil. C'est-à-dire par rapport au pétrole du Moyen-Orient ou au pétrole russe ou au pétrole vénézuélien, le pétrole américain, il est vraiment de mauvaise qualité. Et c'est la même chose pour le gaz, puisque en fait c'est du gaz de roche-mer ou du gaz de schiste, et idem c'est du gaz de très mauvaise qualité pour lequel il faut beaucoup de traitements pour pouvoir l'utiliser, ce qui n'est pas du tout le cas du gaz russe ou du gaz algérien par exemple qui ne nécessite quasiment aucun traitement. Donc on paye très cher quand on achète aux Américains des choses de mauvaise qualité. Et les Américains donc ne peuvent pas se contenter de ça. C'est pour ça que les Américains aujourd'hui encore ont besoin du pétrole vénézuélien malgré les sanctions et ont besoin du pétrole russe. C'est-à-dire que les États-Unis continuent à acheter du pétrole russe en direct. Alors que les Européens
achète du pétrole et du gaz russe, mais ça passe par l'Inde après avoir pris 30% d'augmentation du prix, ce qui est ridicule puisqu'on est quasiment ruiné. Enfin, voilà, j'ai fait une grosse introduction, mais ça, c'est le contexte dans lequel se retrouve Trump. Et le principal problème dans lequel se retrouve Trump, c'est que l'EPAC utilise toute son influence pour convaincre Trump de faire, entre guillemets, la guerre avec l'Iran. Mais Trump sait que la Russie et la Chine ne laisseront pas tomber l'Iran. Et donc, il comprend que s'il échappe à l'escalade en Ukraine en obtenant la paix, eh bien, si il fait quelque chose contre l'Iran au Moyen-Orient, eh bien, il aura une guerre bien plus terrible. Parce que pour la Russie et la Chine, l'Iran est considéré comme un allié stratégique. Et ils l'ont dit, affirmé à maintes reprises. Et donc, c'est un peu une équation très compliquée pour Donald Trump, parce qu'il ne veut pas fâcher la communauté juive américaine, qui est extrêmement puissante. Il ne veut évidemment pas changer les relations des États-Unis avec Israël, puisque Israël est extrêmement important pour les États-Unis dans cette région du monde. Mais il comprend que le gouvernement israélien en place et ses réseaux au sein de l'EPAC sont dangereux pour l'humanité à grande échelle. Il comprend également quelque chose d'autre, Donald Trump, qu'il avait pu percevoir mais pas anticiper à ce point-là, c'est que non seulement les pays européens ne veulent pas entendre sa volonté de faire la paix, mais en plus ils s'en plaignent et on a des choses délirantes sur les plateaux télé où quelqu'un comme Breton déclare à la télé mais c'est terrible, je ne sais pas ce qui se passe, depuis que Trump est élu, les gens osent parler de paix avec la Russie, alors qu'on ne veut pas de paix avec la Russie, ce n'est pas l'intérêt de l'Europe. Wow. Non, mais ça, c'est sur une chaîne à grande écoute. Ah oui, ah oui. C'est pas comme un lapsus, c'est qu'est-ce que c'est ce président américain qui peut dire ce qu'est l'intérêt ou pas de l'Europe. Macron lui dit, il faut qu'on arrête d'être des herbivores, il faut qu'on devienne des carnivores ou au moins des omnivores. Sous-entendu, dans la loi de la jungle, l'omnivore se fait bouffer par les autres. Mmh. Et quand tu connais tout ce que Poutine a dit sur les vampires, etc., c'est quand même également un acte manqué de la part de Macron, puisqu'il révèle, entre guillemets, qu'en fait, il a un appétit de sang. Puisque si tu n'es plus herbivore, ça veut dire que tu veux du sang. Mmh. Que tu le veuilles ou non. Ouais. Et or, on vit dans une société qui ne devrait plus vouloir de sang, faire couler le sang inutilement. Puisqu'on nous a expliqué pendant la période Covid qu'il fallait tout faire, y compris des confinements, vacciner des milliards de personnes pour éviter un seul mort. Ouais. Et là, subitement, les mêmes personnes nous disent qu'il faut faire couler le sang. Et donc, on voit que en Europe, ils veulent accroître la censure parce qu'ils ont compris que Trump avait élu parce qu'il n'y avait pas de censure des réseaux sociaux. Tout le monde a bien compris que l'opinion publique, elle s'est forgée loin des grands médias. Elle s'est forgée sur les réseaux alternatifs, avec les podcasts comme Joe Rogan, Tucker Carlson, X, etc., même un peu YouTube et autres. Elle s'est forgée là, l'opinion publique, avec ce qu'on appelle le journalisme citoyen ou le journalisme dissident. Eh bien, les Européens l'ont compris, il va y avoir bientôt des élections en Allemagne, puisque la coalition autour de Scholz a explosé. Et donc, en Allemagne, ils sont les premiers à dire qu'il va falloir changer toutes ces règles et sans doute interdire TikTok et X. Alors, je ne sais pas pourquoi ils oublient Telegram, parce que je rappelle que Telegram est quand même la cible des Français et autres, puisque c'est sur Telegram qu'on a l'information la plus libre. Mais c'est encore moins influent pour l'instant que
que X ou TikTok, mais ça a une très très forte croissance. Donc on voit qu'ils ont l'intention de supprimer tous les réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés. Je vais juste raconter une anecdote. Moi, j'ai une chaîne YouTube aussi, mais je pense que tu as la même chose que moi, puisque tu dois avoir beaucoup de difficultés avec les algorithmes. Ma chaîne, elle s'appelle Bertrand Scholler. Donc en principe, sur Google, si je fais Bertrand Scholler vidéo, je tombe automatiquement sur ma chaîne, puisque c'est les règles d'algorithme de YouTube, c'est une évidence. Eh bien, ma chaîne apparaît en 5 ou 6e page. C'est pas en 5 ou 6e choix. C'est en 5 ou 6e page. Les premières vidéos de ma chaîne apparaissent en 5 ou 6e page. Pour te dire que quand ces outils veulent invisibiliser quelqu'un ou le faire disparaître, ils savent le faire. Et donc, ce qu'a dit Donald Trump, c'est que, et son Premier ministre l'ont dit aussi, c'est que tous les pays qui veulent continuer à travailler dans de bonnes conditions avec les États-Unis doivent savoir que le premier amendement américain, c'est la liberté d'expression. Et qu'il est hors de question que les Américains aident et financent des gouvernements qui ne croient pas dans ce premier principe. Et il est hors de question que les Américains soient aux côtés d'autres pays, que ce soit au sein de l'OTAN ou ailleurs, qui ne respectent pas ce principe. Parce que je te rappelle que l'Europe ou l'OTAN disent par exemple à l'Ukraine, « Oh, vous ne pouvez pas pour l'instant nous rejoindre parce que vous n'avez pas réglé vos problèmes de corruption. » C'est-à-dire qu'on explique au pays, vous n'êtes pas parfait par rapport à nos principes à nous. Et bien là, les Américains sont en train, avec Trump, c'est très très important, de dire, eh bien nous, on va véritablement appliquer ces règles au sein des personnes avec lesquelles on bosse. Et vous ne respectez pas ça. Et donc, tu as tous les pays européens qui se disent, merde, on va plus avoir autant de facilité avec Donald Trump. Donc, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Comment ils vont se réunir pour que quelque chose se passe avant le 20 janvier ou après pour que Trump change complètement d'orientation? Je ne sais pas. Il est devenu le président des États-Unis, donc je pense qu'il va être beaucoup mieux protégé. Enfin, en tout cas, il est élu, donc il va être beaucoup mieux protégé que lors de la tentative d'assassinat où il avait raté, l'assassin avait raté d'un cheveu, entre guillemets, de tuer Donald Trump. Donc, il doit être beaucoup mieux protégé et il est, encore une fois, très bien entouré. Mais les pays européens disent à Zelensky, ne t'inquiète pas, on va continuer à t'aider, on trouvera l'argent, on trouvera les moyens de t'aider. Et dans ce cadre-là, Orban, qui est plutôt proche à la fois des Russes et des Américains, a voulu jouer l'intermédiaire. Donc Orban, le premier ministre hongrois, s'est déplacé pour voir Zelensky et lui a dit, écoute, je pense que c'est un très bon moment pour toi pour commencer à réfléchir aux questions de paix parce que le temps ne joue pas en ta faveur. Si les Américains arrêtent de t'aider, ça veut dire, est-ce que si le Pentagone ne te donne plus accès à leurs données satellitaires, qui ne te livrent pas de missiles, qui ne te livrent pas d'avions, qui arrêtent de livrer des chars Abrams, ceci, cela, qu'ils interdisent aux mercenaires de venir, franchement, tu vas t'écrouler très rapidement. Donc là, pour l'instant, tu as tout ça. Négocie. Et Zelensky aurait répondu, ça date d'aujourd'hui. Oui, je sais, c'est une nouvelle, puis ensuite, il s'est envolé vers Moscou pour parler à Poutine. Hein, voilà. Ça? Mais Zelensky a dit à Orban, je crois que le temps joue en ma faveur et je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que Zelensky, par Macron interposé ou autre, doit être persuadé qu'il va se passer quelque chose qui fera qu'il va y avoir énormément d'aides qui vont réaffluer, y compris des États-Unis. Donc, qu'est-ce que Macron a en tête? Qu'est-ce que les Allemands ont en tête? Qu'est-ce que les Anglais ont en tête? Qu'est-ce que les démocrates aux États-Unis ont en tête? Qu'est-ce que l'État profond américain a en tête? On va le découvrir. On pourrait faire plein de plans sur la comète. Ce qu'on sait, c'est que Trump a été élu, qu'il a le Sénat, qu'il a le Congrès, qu'il a la majorité des gouverneurs aussi, donc ce qu'on appelle le collège des gouverneurs. Donc, il a véritablement le contrôle. Il a autour de lui des gens qui sont courageux,
Elon Musk, son vice-président qui vraiment gagne à être connu, Vance, qui s'exprime très courageusement sur la Fed, qui s'exprime très courageusement, y compris sur les lobbies, etc. Donc, il ne cite pas nommément les PAC, mais quand on connaît cette importance, il a Robert Kennedy qui est en train d'attaquer tous les lobbies. Et quand on connaît la famille Kennedy, on sait très bien qu'elle n'hésite pas non plus à attaquer les lobbies, dont le lobby EPAC, puisque c'est peut-être une des raisons de l'assassinat de Robert Kennedy, c'était la bombe atomique qu'il refusait de donner à Israël. Et c'est la France qui a donné la bombe atomique à Israël. Mais pour Kennedy, c'était gravissime de donner la bombe à Israël. Et on voit bien à quel point c'est gravissime, puisque c'est parce que Israël brandit sans cesse la menace nucléaire que les autres pays, à part récemment l'Iran, mais l'Iran a pu le faire parce que clairement la Russie et la Chine s'étaient mis à ses côtés. Et surtout qu'ils ont maintenant des missiles balistiques, ils ont des missiles hypersoniques, etc. Donc non seulement ils ont les bonnes armes, mais ils ont des grands pays derrière qui sont capables d'appeler leurs alter-ego américains en disant, écoutez, voilà, essayez de retenir Israël, empêchez de faire des bêtises, parce qu'on sera obligé d'intervenir. On ne laissera pas Israël envoyer une bombe atomique ou faire du mal à l'Iran. On ne tolérera pas. On les a laissés trop longtemps. Tu sais, ce qui s'est passé avec le Gaza, c'est exactement dans une échelle 1000 fois pire ce qui s'est passé au Donbass. C'est-à-dire des populations civiles sans défense qui sont bombardées quotidiennement. Avec des dizaines de milliers de morts dans le Donbass dont personne n'a parlé. Donc dans le Donbass, c'était pas véritablement religieux, etc. C'était une guerre civile et c'était pas une guerre de conquête de territoire. C'était les gens voulaient pouvoir continuer à vivre. Mais pour Gaza, c'est on sait même plus en fait. C'est tellement abominable ce qui se passe. Ils ont plus d'eau, pas de nourriture, pas de soins. Tout ce que des journalistes, tous les jours, il y a des journalistes tués. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas un journaliste tué à Gaza. Il n'y a aucune guerre dans l'histoire de l'humanité où autant de journalistes ont été tués. Pendant la totalité de la Deuxième Guerre mondiale, Japon compris, il n'y a pas eu autant de journalistes tués. Si tu fais la somme de toutes les guerres, je ne sais même pas si tu as autant de journalistes tués qu'à Gaza par Israël. À l'inverse, aucun journaliste israélien a été tué par personne. Donc c'est même pas, si tu veux, pour une raison de réciprocité, c'est juste pour censurer. Mais censurer avec une brutalité extrême, puisque souvent, c'est les journalistes sont tués avec leur famille entière. Bertrand, enfin bref, c'est monstrueux. Et donc, jusqu'à présent, les Américains avaient l'air d'être aveugles à ça. Et des gens comme Ron Paul ou le représentant Massey n'étaient pas écoutés. Sauf que là, ils sont dans l'administration Trump. Ils sont dans l'équipe la plus resserrée. Et dans cette équipe, tu as aussi des personnes comme Candace Owens, tu as des personnes comme Joe Rogan, et tu as des personnes comme Tucker Carlson, qui sont également extrêmement clairs sur ces questions. Et donc, moi, j'ai vraiment un bon espoir, parce que les gens disent, oui, mais le gendre, le machin, etc. Mais tout ça, c'est des conneries. Trump, il l'a écarté, il a fait savoir, il a expliqué à sa fille qu'il l'aimait, mais qu'il ne voulait pas que, voilà, c'était une mauvaise idée. Pas que ça n'a pas été, tu vois, les accords Abraham, finalement, quand tu regardes, moi, j'ai plutôt considéré que c'était un succès parce que les Palestiniens étaient contents. Mais c'était Netanyahou qui n'était pas content des accords Abraham. Parce qu'en fait, Netanyahou, comme beaucoup de personnes en Israël, veut le grand Israël. À cet égard, si tu pouvais passer la vidéo du discours de Kadhafi aux Nations Unies plus tard dans la soirée, c'est fascinant. Parce que Kadhafi l'avait dit d'un bout à l'autre. Il avait dit, si on cède un pouce à Israël, ils n'arrêteront plus tant qu'ils ne seront pas allés du Nil à l'Euphrate. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est la vidéo en 2009, c'est ça? Je crois, oui.
pour son premier discours aux Nations Unies en Ouais, 40 ouais, années. ouais. Je vais te trouver ça pendant l'émission. On pourrait mettre ça en conclusion. Ça serait intéressant. Il faut redécouvrir tous ces tyrans qui ont été, entre guillemets, totalement... enfin, on nous a trompés sur eux. Oui. Parlons de la posture de Donald Trump, justement, au Proche-Orient et de son administration. J'ai présenté une vidéo qu'on va étudier aussi avec Jean-Claude Pomerleau là, dans les prochains jours. C'est une entrevue que le colonel McGregor a donnée à un journaliste américain il y a 2 jours. On sait que le colonel McGregor est très proche de l'administration Trump. Et lui était moins optimiste sur comment Donald Trump s'entoure sur la question internationale. Je veux te passer ça, ça dure un petit 2 minutes, un dénommé Hook. Parce que dans cette entrevue-là, je te passe juste un bout où il commente une entrevue d'un dénommé Hook qui est pressenti pour être le secrétaire d'État ou le sous-secrétaire d'État. Oui, j'ai vu ça. Tu l'as vu, cette vidéo-là? Non, mais j'ai vu une interview avec ce monsieur, en fait, une interview, effectivement, où il incriminait complètement l'Iran et uniquement l'Iran. Oui, c'est ça. On l'écoute 2 secondes puis pour que les auditeurs puissent savoir de quoi on parle. Et je veux avoir ton analyse de ça. Went on to talk about some of these issues, and I want to play a couple of clips for the viewers here, because what he says I think is important, and it gives some clues as to what maybe the Trump administration is going to do and maybe what they're not going to do. Here's the first one. If the United States, working with our Gulf partners in Israel, are not able to deter Iran and its proxies, you have war and violence and bloodshed in the Middle East. And if you take a policy of appeasement and accommodation with Iran and increase the daylight between America's partners, calling countries pariahs and lecturing them on how they're supposed to live, you lose deterrence. And if nobody believes that you have a credible threat of military force, then you're going to lose deterrence. And so I think President Trump, as he demonstrated during the 4 years of his first term, weakened Iran economically and militarily, and weakened its proxies, and he deepened his alliances with Israel and Gulf partners. And if you do that, it's a winning formula. So now, actually, qu'est-ce que tu penses de cette formule gagnante-là? Là? Ça a changé, hein? Le Proche-Orient de Trump, de son premier mandat à aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments, comme tu as dit, qu'on doit s'apercevoir là, du côté de Trump, parce que sinon, il s'embarque d'une bien mauvaise façon. Ouais. Depuis l'époque de Trump, il y a eu un élargissement des BRICS qui s'est passé à Johannesburg. Les BRICS sont devenus les BRICS+. Et dans les BRICS+, il y a l'Arabie Saoudite. Alors bon, c'est un peu délicat parce qu'ils ont une position vis-à-vis du dollar qui les empêche d'être complètement impliqués dans ce qui est en train de se passer au niveau des BRICS, c'est-à-dire une nouvelle monnaie. Mais il y a les Émirats arabes unis, il y a également l'Égypte, et il y a l'Iran, il y a l'Éthiopie. Et donc, il y a véritablement un changement en fait de dynamique au niveau du Moyen-Orient et dans, entre guillemets, la zone d'influence des Russes et des Chinois, et dans les relations également entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui se sont considérablement réchauffés. C'est-à-dire qu'ils ont de nouveau des ambassadeurs, ils se parlent, les Iraniens sont invités en Arabie Saoudite et réciproquement, etc. Quand il y avait eu des morts iraniens lors du pèlerinage de la Mecque, tout ça avait été fait vraiment, les Iraniens avaient pu accéder aux choses très facilement. Il y avait eu des grosses excuses du ministère des Affaires étrangères saoudien. Donc on voit que les choses ne se sont pas passées comme elles avaient pu être prévues par un certain nombre de personnes, c'est-à-dire un rapprochement très fort de l'Arabie Saoudite et d'Israël,
au détriment de l'Iran. C'est-à-dire la politique étrangère de l'Iran a parfaitement réussi. Et d'ailleurs, elle était mise par l'ancien président Raisi et son ministre des Affaires étrangères qui sont très dans un accident d'hélicoptère. Et il y a trop de dirigeants qui sont morts dans cette région du monde pour ne pas se reposer la question. Et il y a eu un qui est mort. Bertrand, je dois te signifier, là, on a des petits problèmes de transmission actuellement. On a perdu tes dernières phrases. On va revenir avec... J'ai l'impression que ça l'a... des fois, ça l'arrive, là. On doit fermer l'ordinateur et recommencer. On va continuer à analyser avec Bertrand là, cette situation-là parce que... Oh, là, je crois que c'est revenu. Oui, voilà. Ton image a bloqué. On a manqué, je te dirais, les 2-3 dernières phrases. Peux-tu recommencer, s'il vous plaît? Alors, ce que je disais, je parlais des BRICS et de l'élargissement des BRICS, principalement dans la région Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Éthiopie et Arabie saoudite. Donc, c'était vraiment concentré sur cette région autour d'Israël. Et l'idée, c'était d'obtenir la paix, puisqu'en fait, les Russes et les Chinois, depuis un an, en fait, s'expriment considérablement pour la paix. Et Johannesburg, le sommet de Johannesburg, a eu lieu après le début de la guerre, entre guillemets, d'Israël contre les civils palestiniens, puisque c'est essentiellement une guerre d'Israël contre des civils, quand on regarde le bilan des morts et des dégâts. Et bien, pour l'administration Trump, c'est un énorme changement, puisque quand il a quitté le pouvoir suite vraisemblablement une élection volée, eh bien, il y avait un rapprochement qui est en train de s'opérer entre les pays arabes et Israël. Et là, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que c'est à peine s'ils continuent à se parler. Que ce soit l'Arabie saoudite a suspendu tout rapport avec Israël et annonce qu'ils ne reprendront des discussions que quand il y aura un État palestinien. Le Qatar, c'est pareil. Les Émirats arabes unis prennent une position de plus en plus distante sur cette question, alors qu'au début, ils étaient très favorables à ce que faisait Israël et aux demandes des États-Unis. Donc ça, c'est un grand changement. Et évidemment, l'Égypte, qui est un autre pays frontalier et qui surtout contrôle le Sinaï, n'est plus du tout, comme il a pu l'être à un moment, incité à laisser les Palestiniens émigrer dans le Sinaï et donc abandonner aux Israéliens la bande de Gaza, qui est particulièrement riche en pétrole, la bande de Gaza, puisqu'il y a d'énormes réserves gazières et pétrolières au large de Gaza. Et est-ce que c'est pour ça que Gaza s'appelle Gaza? On peut d'ailleurs se poser la question. Donc, Trump trouve un monde complètement différent, avec une Russie qui est plus puissante qu'elle l'a jamais été, une Chine plus solidaire de la Russie, mais dans des... En tout cas, les relations entre le Parti communiste chinois et les dirigeants russes sont extrêmement fortes, extrêmement soudées sur tous les plans, que ce soit le militaire, l'économique, le géopolitique, donc comment on négocie avec le monde, le financier, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture. Enfin, il n'y a pas un seul domaine dans lequel les infrastructures ils sont pas solidaires. Et la Russie qui vient d'accueillir à Kazan 36 délégations internationales, donc pour le 16e sommet des BRICS, a montré qu'elle n'était pas du tout isolée. Donc ça, c'est ce que doit gérer Trump. Et Trump, pendant sa campagne, il répétait tout le temps « Personne ne gagne contre la Russie. Napoléon a perdu, Hitler a perdu, tout le monde a perdu, parce que les Russes, ils savent faire une seule chose, c'est gagner les guerres. » Et il l'a répété, Trump. Et les Américains ne savent pas gagner les guerres. Ils sont partis du Vietnam en ayant perdu, ils sont partis d'Afghanistan en ayant perdu, ils sont partis d'Irak en ayant perdu, ils sont partis de Libye, ils ne sont même pas véritablement allés en ayant perdu, c'est-à-dire qu'ils ont tout détruit dans ces pays-là.
Ils sont partis de Syrie en ayant perdu. Les Américains ne savent gagner aucune guerre. Ils ne savent que détruire. Et je pense que Trump n'est pas quelqu'un qui considère que détruire est une bonne idée face à des pays qui ne le tolèrent plus. Et l'Iran ne se laissera pas détruire. Et encore une fois, les alliés de l'Iran ne laisseront pas détruire. Mais je pense que Trump, en fait, va choisir des visages pour la période de transition qui peuvent donner l'impression qu'il va continuer à avoir la même politique. Tu sais, tu peux te camoufler, en fait. Tu peux dire, bah, moi, pendant cette période, je continue à croire que c'était l'Iran, mais maintenant, et puis c'est même pas Trump qui l'exprime, c'est celui qui est pressenti pour être secrétaire d'État à la transition. Donc, c'est très habile. On est dans une partie de poker. C'est-à-dire qu'il pousse l'Iran à se calmer, parce qu'il met en ce moment quelqu'un qui dit on va être très dur avec l'Iran. Donc, l'Iran se dit oh là là, mais nous, on n'a pas envie, on a beaucoup souffert des sanctions. Maintenant, on commence à s'en sortir parce qu'on travaille très bien avec les Russes et les Chinois, mais on aimerait bien s'ouvrir au monde entier. Et donc, c'est vraiment une partie de poker. Mais je pense très sincèrement que la cible de Trump, c'est le marécage, et le cœur du marécage, c'est les PAC. Ah oui, ah oui. Donc, je voulais qu'on réfléchisse là-dessus parce que l'avenir de l'humanité passe par une bonne entente entre ces deux personnages-là. Et je regardais un peu comment arrive Donald Trump dans le dossier du Proche-Orient et il devra quand même être poli ou très diplomate à l'endroit de Poutine. Parce que je crois que Poutine a plusieurs clés dans ses poches qui vont faire en sorte que les deux vont ressortir gagnants. Dans le cas de l'Ukraine, Bertrand, certains me faisaient remarquer, il peut très bien dire, pour se sortir et sortir, parce que tu disais tantôt, il y a une question de dignité. Hein? Il faut essayer de sortir les États-Unis du conflit ukrainien et au Proche-Orient et sauver la face. Et ça, je pense que Poutine est un homme qui comprend bien la diplomatie internationale. Son entourage est expérimenté. J'ai l'impression que Donald Trump doit le savoir, que c'est pas lui qui a le gros bout du bâton en ce moment et doit passer par une entente avec Poutine. Est-ce que je me trompe? Ah non, tu te trompes pas du tout. D'une part, il est clair que le front du Donbass est dans cet état-là parce que la Russie a quasiment obtenu tout ce qu'elle souhaitait. Elle a libéré l'essentiel du Donbass sans faire trop de dégâts, mais la zone qui reste à libérer, ils peuvent la libérer, mais ça va faire encore des dizaines de milliers de morts. C'est pas forcément utile parce que c'est plus aussi stratégique. Maintenant, les villes comme Donetsk, etc., sont à distance suffisamment raisonnable pour plus être touchées par les obus des mortiers en fait dont disposent les Ukrainiens. Évidemment, elles peuvent être touchées par des drones ou des missiles, mais pour l'instant, les Ukrainiens préfèrent les envoyer sur le territoire russe que sur les territoires du Donbass, et ils envoient donc évidemment aussi sur la Crimée. Et ça, c'est la première chose. Donc, Poutine n'a pas trop avancé pour pas avoir à rendre trop de terrain dans une négociation, parce que la Russie n'a pas envie de conquérir l'Ukraine. Ils n'ont pas non plus envie de conquérir les États baltes, ni l'Europe. C'est le plus grand pays du monde, c'est le pays avec les plus grandes ressources du monde, et ils n'ont pas envie de récupérer des pays en déroute économique, en déroute éducative, en déroute médicale. Enfin, si tu veux, les Russes, moins ils ont affaire à nous, à part comme clients et parfois comme fournisseurs, mieux ils se portent. Et donc ça, c'est la première chose. La Russie a été à un rythme pour obtenir la paix. Mais ce que les Russes savent, c'est qu'ils ont vu avec les Iraniens, c'est que Trump est capable de déchirer un contrat. Alors le contrat, c'est pas Trump qui l'avait négocié en même temps. C'était un contrat qui avait été négocié par Obama avec l'Iran et Trump a dit, moi, ce contrat, j'en veux pas. Alors, est-ce que c'était une promesse électorale qu'il avait faite à des gens de l'EPAC ou à des donateurs qui
avait une politique totalement anti-iranienne et donc pro-Israël, et donc une politique très belliqueuse à l'encontre de l'Iran, puisque les tensions majeures dans cette région, c'est entre Israël et l'Iran, en fait. Et avec l'Arabie Saoudite un peu au milieu, qui est pris entre le marteau et l'enclume, en fait, et qui est sollicité par les Russes et les Chinois pour pas trop s'impliquer, par les Américains pour s'impliquer aux côtés d'Israël. Pour l'instant, ils ne s'impliquent pas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais tout ça pour dire que Trump ne peut plus raisonnablement ne pas considérer comme acceptable la position iranienne, parce que l'Iran a montré, lors de ses différents envois de missiles vers Israël, qu'il avait des armes qui franchissaient sans aucun problème les sécurités antiaériennes israéliennes, sans aucun problème, c'est-à-dire quasiment tous les missiles sont passés, avec beaucoup de précision, et qu'ils avaient peut-être l'arme atomique. Et là, ce que les Iraniens viennent d'annoncer il y a 2 jours, c'est qu'ils commençaient à faire des tests de missiles intercontinentaux. Et tout ça, ça nous rappelle la Corée du Nord. C'est-à-dire que la Corée du Nord, quand elle a annoncé qu'elle avait à la fois l'arme atomique et des missiles intercontinentaux, d'un seul coup, plus personne ne disait de mal de la Corée du Nord. Plus personne ne les embête. Ça ne veut pas dire qu'on les trouve sympathiques, mais personne ne les embête. Au contraire, la Corée du Nord commence à s'ouvrir au reste du monde en disant maintenant, ils oseront peut-être moins m'embêter. Et donc, il y a un peu de tourisme, un peu de choses comme ça. Et puis, ils envoient aussi des soldats. Il semble qu'ils aient envoyé quelques milliers de soldats prêter main forte à l'armée russe sur le front. Et tout ça, c'est en termes d'échange. C'est-à-dire, la Corée du Nord a une armée de plus d'1 million de soldats d'actifs. Donc, elle en a beaucoup plus qu'elle en nécessite. Et les États-Unis ont des technologies qui intéressent la Corée du Nord. Donc, on voit des alliances nouvelles qui se créent. C'était improbable, il y a quelque temps, d'imaginer que la Corée du Nord et la Russie travailleraient comme ça. C'était improbable, d'ailleurs, l'amitié avec la Chine. Donc, Trump, il se retrouve avec une situation qu'il a très bien compris. Le dollar est en danger, l'économie américaine est en danger, l'Europe est déjà complètement morte. En plus, ils sont débiles et ils sont mal gouvernés, et ils ne réussissent pas à se débarrasser des gens qui leur font tellement de tort. Et donc, nous, si on veut continuer à commercer avec l'Asie, il faut qu'on s'entende avec la Chine, donc avec la Russie, puisque les deux, c'est indissociable en fait. Tu ne peux pas vouloir faire la guerre avec la Russie et faire la paix avec la Chine. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, si les Américains se mettaient à faire la guerre avec la Russie, les Chinois ont dit qu'ils iraient faire la guerre aux Américains ou à quiconque ferait la guerre à la Russie. Donc, pour l'instant, la Russie fait une opération spéciale. Le mot guerre n'existe pas, c'est très important. Mais si le mot guerre était posé sur la table par Poutine, c'est-à-dire qu'il annonçait qu'il n'était plus en opération spéciale, mais en guerre, les Chinois interviendraient. C'est vraiment important de voir cette nuance colossale. Et donc, Trump, pour sauver le dollar, a intérêt, en urgence, à arrêter de focaliser toute son économie sur la guerre, mais de se réintéresser aux infrastructures aux États-Unis qui sont déplorables, au système éducatif qui est effrayant. Enfin, le niveau intellectuel des Américains est un des niveaux les plus bas au monde. C'est-à-dire l'illettrisme aux États-Unis est parmi les plus forts du monde. Je ne sais pas si tu réalises. Regarde qu'est-ce qui préoccupe un Américain moyen, puis je te dirais que l'Occident est un peu là-dedans. Regarde ce que font nos jeunes dans leur temps libre. Ouais. C'est inévitablement, il va y avoir des conséquences sur ce groupe d'humains-là. Est-ce qu'ils mangent? Ouais. Ce qu'ils font de leur temps libre et ce qu'ils mangent. Oui. Tu as déjà vu à quoi ressemblait un poulet américain? Oui.
C'est gros comme une dinde, c'est plein d'hormones, c'est dégueulasse. Ah, dégueulasse, t'as le mot, oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Et donc, il y a ça. L'autre chose, pour terminer le dossier du Proche-Orient, parce qu'ensuite, effectivement, j'aimerais t'entendre parler de la situation du dollar américain. Mais pour finir le dossier du Proche-Orient, l'autre force de Poutine, c'est que Poutine peut parler aux deux, à Israël et à l'Iran. Donc, il est vraiment un élément central de la mission de Trump là, de vouloir pacifier le monde. Et certains ont dit, puis je trouve ça logique aussi, Trump, occupe-toi d'Israël puis de Netanyahou, puis nous autres, on va s'occuper des Iraniens, puis on va rétablir la paix dans la région. Ça va être un peu plus complexe que ça. Mais je sais pas, je crois que celui qui dit ça, il dit exactement la vérité. C'est-à-dire que, en fait, le principal ennemi d'une administration américaine, c'est un ami qui lui dit de faire ce qu'elle ne devrait pas faire. Et les PAC et Israël passent leur temps à dire aux Américains, aux chefs d'État américains, de faire l'exact inverse de ce qui est bien pour les États-Unis. L'exact inverse. Ah ouais. C'est-à-dire que l'image des États-Unis n'a jamais été aussi mauvaise que depuis cette guerre au Proche-Orient. Dans le monde musulman, c'est 4 milliards de personnes sur Terre. Je ne sais pas si tu imagines, 4 milliards de personnes sur Terre voient les Américains livrer des centaines de milliers de bombes qui sont envoyées sur une population civile sans défense, enfermée dans un ghetto, sans nourriture, sans eau, sans soins, quasiment sans Internet, sans électricité, sans rien du tout. Mais tu crois que ça donne quelle image d'un pays qui dit « on croit en Dieu, in God we trust ». Non mais, ils doivent se dire que le Dieu des Américains qui agissent comme ça, c'est le diable. Et comme on est dans une période très eschatologique, et on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, il est urgent que Trump montre que, d'une part, il n'a pas le choix, donc il faut qu'il aille dans cette direction, parce que s'il va dans n'importe quelle autre direction, les Russes l'ont dit, les Russes, ils iront au bout de leurs engagements. Donc ils iront au bout de l'opération spéciale. Et maintenant, ils ont compris que l'OTAN considérait que c'était normal de tuer Nasrallah, de tuer Haniyeh, etc. Donc peut-être qu'à un moment, ils décideront de tuer les leaders en Ukraine. Parce que je te signale que l'Occident a félicité Israël pour avoir tué Nasrallah et toutes les personnes qui étaient avec lui à Beyrouth. Et ça a coûté des centaines de vies. Mais tout le monde a dit, bah oui, c'est bien. Pareil quand ça avait été Haniyeh. Pourtant, c'était des chefs politiques élus ou religieux élus ou un chef militaire. Il y avait un des grands chefs militaires, je ne sais plus comment il s'appelle, Nisforoucham, iranien, donc un des plus grands chefs des gardiens de la Révolution, qui a été tué, sachant qu'il y en avait d'autres qui avaient été tués à Damas, etc. Donc, c'est... en fait, Israël ne respecte plus rien, en fait. Évidemment pas les conventions de Genève, mais même le b.a.-ba. Et donc, Trump, il va devoir dire « j'ai dit qu'il fallait la vérité, j'ai dit qu'il fallait être honnête et qu'il fallait… » Et sur toutes les questions, sauf ce qui concerne Israël ou les Juifs. Parce qu'il y a les deux côtés de la pièce. C'est pas possible. Il va falloir un langage de vérité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens en Israël qui rêvent que les États-Unis aient ce langage de vérité et qu'ils puissent vivre en paix avec leurs voisins. Parce qu'Israël, il y a des solutions pour qu'ils vivent en paix avec tout le monde. Mais ça s'appelle la solution à 2 États. Sauf qu'Israël, des gens comme Netanyahou et l'extrême droite et les colonialistes, entre guillemets, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, non seulement ils ne veulent pas partager le territoire avec les Palestiniens, qui pourtant sont chez eux dans ce territoire depuis la nuit des temps, mais en plus, ils veulent une partie du Liban, voire la totalité du Liban, une partie de la Syrie, voire la totalité de la Syrie,
une partie de l'Irak, voire la totalité de l'Irak, une partie de l'Arabie Saoudite, voire la totalité de l'Arabie Saoudite, une partie de l'Égypte, voire la totalité de l'Égypte, voire même une partie de la Libye, voire même l'île de Chypre, voire même, enfin, tu vois, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'ils contrôlent déjà les décisions à Paris et à Washington. Ils sont très influents ailleurs. Ouais, bah là, j'imagine que tu vas montrer les hooligans. C'est quand même. Ouais. Je viens. Ne me touche pas. Non, oui. Ça, c'était quand ils sont allés arrêter des gens. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. C'est incroyable. Ne me touche pas. Explique ça aux Québécois, qu'est-ce qui s'est passé là. Je sais qu'en France, ça veut changer beaucoup. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Don't touch me. Don't touch me. Come with me. Don't touch. Come with me. Bon, pour expliquer, Je vais enlever le en son. Jérusalem, depuis les années, je crois depuis quasiment l'époque turque, c'est pour dire, ça remonte à loin, il y a des zones qui sont sous contrôle de la France. C'est comme le territoire d'une ambassade, si tu veux. Et donc, dans ces endroits-là, il y a des gendarmes français. C'est nous qui faisons la police. C'est un territoire qui est comme un territoire national français. Et non seulement les Israéliens sont rentrés avec leur police dedans sans y être autorisés, mais en plus, ils ont arrêté et menotté des gendarmes français, c'est-à-dire des militaires français. Mais ils n'en ont pas pris un. Ils ont pris les deux qui étaient sur place. Alors lui, pour l'instant, il n'est pas menotté, mais après, il va être menotté. Ils les ont embarqués pour interrogatoire. Mais sans aucune raison valable. C'est quasiment un acte de guerre. C'est-à-dire, si un pays avait fait ça à Israël, t'imagines qu'ils enlèvent sans dire où ils les enlèvent, pourquoi ils les enlèvent, sous quel acte d'accusation, etc. Mais ils font ça partout. C'est-à-dire, tu as des hooligans qui sont allés voir un match de foot, dont beaucoup de militaires en perte, mais de toute façon, en Israël, tout le monde est un soldat, puisque les hommes font des services militaires de 3 ans et demi, et je crois que les femmes font une période plus courte, mais je ne suis pas sûr, mais de toute façon, hommes et femmes font une période militaire. Eh bien, ils étaient là-bas, ils ont arraché sur les façades des drapeaux palestiniens, ils ont chanté des chants racistes, des chants horribles par rapport au génocide qui se passe à Gaza, etc., etc. Et quand excédé, il y a des personnes qui ont voulu leur rentrer dedans, alors ils ont dit « Oh, on est victime ». Mais quand tu cherches les coups, à un moment, tu les trouves. Donc Israël ne peut pas dire « Les Palestiniens et les Libanais cherchent les coups depuis longtemps parce qu'ils nous envoient des petites roquettes toutes pourries, donc on va détruire leur pays ». Mais quand ça se passe avec leurs hooligans, alors là, non. Eux, ils ont le droit de provoquer, mais quand ils sont face à plus fort qu'eux, plus nombreux qu'eux, plus musclés qu'eux, alors là, c'est pas normal. Donc, c'est la montée de l'antisémitisme. Oui, oui, mais tu vois un peu les doubles standards. Eux, ils peuvent avoir des avions, des bombes, 10 fois plus de soldats, le contrôle aérien, tout, et détruire une population civile, c'est normal. Mais si des personnes à peu près en nombre équivalent se battent et que ceux qui gagnent, bah, c'est les Hollandais et pas les mecs du Maccabi, alors là, c'est tout de suite un pogrom, du racisme, de l'antisémitisme, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, à force de faire ça et de dire ça, ils vont donner l'impression aux gens qu'ils ont un pouvoir disproportionné. Enfin, le président français, il n'y a pas eu de mort, il y a eu quelques blessés, mais ça fait plus d'actualité que les dizaines de civils qui meurent tous les jours à Gaza dont personne ne parle. Bertrand, hein, je veux te parler là-dessus parce que je sais que tu as un lien avec le monde du sport et ce qui s'est passé là et ce qui s'en vient le 14 novembre à Paris. Tout le monde va surveiller ça. Et je veux juste qu'on écoute le président du CRIF sur ses recommandations sur comment on devrait gérer cet événement-là. On écoute ça. Puis je veux avoir ton justement, analyse. vous avez été en contact avec les autorités, on imagine, pour la perspective de ce match? Oui, j'ai échangé avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur le sujet.
il est déterminé à ce que ce match se tienne et je partage sa détermination parce que ce serait offrir un cadeau aux antisémites et aux haineux de toutes sortes que d'annuler ce match. Il y aura aussi des policiers israéliens qui devraient être déployés. Un certain nombre de policiers israéliens seront présents en nombre limité avec l'autorisation des autorités françaises. Tout à l'heure, Raphaël Jérusalem nous disait que maintenant les policiers israéliens seront amenés à travailler sur le territoire néerlandais. Eh bien, ils seront a priori amenés à travailler sur le territoire français, le vrai, la semaine prochaine. Donc, ils vont coopérer normalement si ça se passe bien. La question du maintien de la rencontre avait également été envisagée. La question du maintien de la rencontre, Bertrand. Écoute, moi, sur cette question-là, si tu veux, j'ai un avis qui est assez simple. La Russie a été bannie des Jeux Olympiques. Elle a été bannie quasiment de toutes les compétitions mondiales, y compris les échecs, le tennis, les joueurs doivent jouer sans leur drapeau, ils doivent signer des papiers, etc., sous prétexte qu'ils sont en train de faire la guerre avec l'Ukraine. On sait tous la réalité de ce qui se passe en Ukraine. Les gens qui sont un peu informés connaissent Minsk 1, Minsk 2, les milliers de morts au Donbass sous le coup de l'armée ukrainienne, l'implication de l'OTAN, l'implication des États-Unis dans Médane, qui a un coup d'État, etc., etc. Je ne vais pas refaire tout cet historique. Moi, je ne comprends pas comment Israël, qui est un État accusé de génocide, qui est un État qui tue tous les jours des dizaines, des centaines et certains jours des milliers d'innocents, soit à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, est toléré dans des compositions sportives quand on ne permet pas à la Russie d'y être. Moi, ça me dépasse, si tu veux. Et donc, déjà, c'est la première question. La question, c'est pas est-ce qu'on est capable de sécuriser ça, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens pourquoi la Russie n'a pas le droit d'être à des événements sportifs et Israël a le droit. Et non seulement Israël a le droit, mais ils ont le droit d'afficher leurs drapeaux, ils ont le droit d'arracher les drapeaux palestiniens et surtout, ils ont le droit d'imposer de venir avec leurs services de sécurité. Enfin, c'est délirant d'imaginer que la police israélienne va venir en France. Bientôt, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Que la police israélienne va venir avec des drones et va prendre les identités de tous les Français, etc. Mais c'est où la limite? Non, mais à quel moment la France est un pays qui est digne et qui est capable de dire c'est un événement qui se passe chez moi, sur mon territoire national, je vais le gérer. Si vous considérez qu'on n'est pas assez bon, eh ben ne venez pas. Mais là, non. Et on dit, ah, on est désolé, bah oui, venez avec votre police. Puis il faut que les Français commencent à avoir l'habitude d'avoir la police israélienne un peu partout. Puis bientôt, ils vont dire qu'ils vont mettre la police devant les synagogues et la police israélienne devant les écoles et dans les restaurants cachers. Et... Non, mais ça s'arrête où? Quand la Chine... Ça, Bertrand, ça marche pas, ça, d'accepter que des policiers de l'extérieur viennent sur ton territoire, ça ne marche pas. Puis c'est vrai ce que tu dis là, ça ouvre la porte ensuite à plein d'autres cas similaires pour d'autres événements. Fait que là, c'est quoi, là? On va organiser quoi avec la Chine? On accueille l'armée chinoise? Ça marche pas, ça. Non. Non, mais puis surtout, c'est... Enfin... On est quand même censé être un grand pays qui respecte des règles, qui a des principes et qui ne prend pas les gens pour des cons. Et quand on fait des doubles standards, quand on tient des doubles langages, ça veut dire qu'on prend les gens pour des cons. Et s'ils ne réagissent pas, ça veut dire qu'ils sont cons. Et ce que tu vois, c'est que tous les hommes politiques et femmes politiques, que ce soit Marine Le Pen, à droite, etc., à part un peu le LFI, tous disent oh le pogrom, oh les pauvres, oh ils sont parce qu'ils étaient israéliens ou parce qu'ils étaient juifs, mais pas du tout. Ça s'est passé et ça c'est les conclusions de la police hollandaise
parce qu'il y a eu des provocations qui venaient des supporters. Ben Les oui. images sont très claires. Mais même, ils menaçaient des gens. C'est-à-dire qu'ils se baladaient, ils étaient très provocants. Et on voit, il y a des images où il y a quelqu'un qui est manifestement un arabe hollandais et qui est sur son vélo et qui est pris à partie et qui doit fuir. Alors qu'il est chez lui, dans son pays, et il doit fuir parce qu'il y a des supporters hooligans d'un autre pays qui viennent. Et puis ensuite, ils sont censés repartir traumatisés de Hollande et ils sont dans l'avion en train de faire la fête et en train de chanter et à Gaza et bientôt il y aura plus rien et machin et si les enfants jouent pas au foot à Gaza c'est qu'il y a plus d'école et si enfin moi j'ai vu les vidéos, j'ai entendu les paroles, c'est monstrueux mais personne n'en parle. Alors là, sur les plateaux, il faut pas en parler parce que ça pourrait déclencher la haine. C'est-à-dire, si on voyait le vrai visage, les gens les aimeraient pas. Alors, il faut montrer un faux visage. Mais il faut montrer la vérité. Et en Israël, ils devraient arrêter ces gens-là pour dire on ne tolère pas que nos citoyens aillent provoquer et donner une si mauvaise image de nous. Mais ils sont accueillis comme des héros. Ah oui. Ah oui, hein? Wow. Non, mais tu vois ce match de foot-là, comme vous dites en France, nous, on a une partie de soccer, j'annulerais ça. Ben oui. Qu'est-ce que ça a là? Avec tout le potentiel que ça pourrait développer, moi, c'est tout de suite, là, un match hors concours comme ça, c'est... Ouf. Bertrand, j'aimerais qu'on termine l'émission sur le dollar qui est en danger. Écoute, je ne sais pas qui inviter à l'émission. Je sais que tu as toutes les compétences pour nous expliquer comme il faut ce mécanisme-là. Mais qu'en est-il de la situation du dollar américain et de la fameuse dédollarisation que les BRICS semblent s'affairer ces temps-ci? Alors, il y a deux choses. D'un côté, au cours des 5 dernières années, des 4 dernières années, en fait, c'est essentiellement sous Biden, hein, sous le prétexte de la crise Covid, il y a eu plusieurs fois plus de dollars qui ont été imprimés que depuis l'origine du dollar. Wow! Intéressant. La masse monétaire a littéralement explosé. La dette américaine, aujourd'hui, elle est de plus de 34 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que si tu fais toute la richesse américaine, que tu enlèves tout ce qui est produits financiers et tout qui ne vaut, c'est totalement artificiel. Hein. Tu prends vraiment la richesse, c'est les matières premières, les maisons, l'or, les entreprises qui produisent et tout. Mais tu enlèves tout ce qui est cabinet d'avocats, industrie pornographique, conseil, comptabilité. Parce que comme ils sont payés des milliers de dollars, ça a l'impression que c'est beaucoup, ça vaut beaucoup, mais ça vaut rien du tout en fait. Tu comprends? Oui. Dans l'image de la puissance américaine, c'est le monde de la finance, le monde du conseil, le monde des avocats, qui représentent les 2/3 de la richesse américaine, mais ça ne vaut rien. Tu es d'accord? C'est-à-dire que l'économie virtuelle qu'on appelle. Mais en apparence, ça donne l'impression que l'Amérique est un pays très puissant, parce qu'ils contrôlent le monde différemment avec leurs armées et avec ce fameux dollar. Mais si tu enlèves tout ça qui ne vaut rien, les États-Unis sont depuis très longtemps en dépôt de bilan, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à mettre en face de leur dette, à part le fait qu'on ne sait pas remplacer le dollar et personne n'ose se battre contre les Américains puisqu'ils contrôlent Internet, ils contrôlent les brevets, ils contrôlent souvent les hommes politiques à droite et à gauche, ils ont des dossiers sur tout le monde, enfin bref. Et donc, mais il n'y avait pas de solution alternative. C'est-à-dire que quand Kadhafi travaille sur un dollar or panafricain, paf, Kadhafi, il trépasse. Quand des pays essaient de sortir de l'influence du franc CFA, assez vite, on leur fait comprendre que s'ils vont plus loin dans cette direction, ils risquent de mourir. Et donc, pour l'instant, ça ne s'était pas fait. Et là, depuis quelques années, on savait qu'au sein des BRICS, ils réfléchissaient
à des solutions pour pas remplacer le dollar, mais avoir des alternatives au dollar. C'est-à-dire, il faudra des dizaines d'années pour remplacer le dollar. Tu vois, quand on est passé du franc à l'euro et dans tous les pays européens, tout ça, ça s'est passé sur une très longue période, mais les pays étaient censés le vouloir, donc tout le monde travaillait dans la même direction. Là, les Américains, évidemment, ne veulent pas ça, les Européens ne veulent pas de solution alternative au système actuel. Donc, même si les Russes et les Chinois y travaillent, ils vont avoir des gens qui ne feront qu'une chose, c'est essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, il faut qu'ils aillent doucement pour rassurer tous les gens qui pourront vouloir utiliser leur solution et pour prouver que leur solution fonctionne, même contre le désir des Américains et des Européens, qui ont toujours cette arme des sanctions, cette arme de la confiscation de l'argent, puisque l'Europe vient d'annoncer que si les Américains n'aidaient plus finalement l'Ukraine, si Trump mettait ses menaces à exécution, eh bien, il reconsidérerait sérieusement d'utiliser les 200 milliards confisqués à la Russie. Et c'est vrai qu'avec les 200 milliards confisqués à la Russie, ça permet de faire la guerre assez longtemps, hein, sans avoir besoin de quoi que ce soit des Américains, au contraire, en les rendant heureux en achetant. Et donc, les BRICS travaillent sur des solutions pour remplacer le dollar. Ça démarre, ça prendra quelques années, mais petit à petit, une grande partie du commerce international ne se fait plus en dollars et cette partie a vocation à grandir. Et à un moment, en fait, le dollar deviendra une monnaie très importante, mais symbolique, mais surtout, les Américains ne pourront plus financer leurs dettes en imprimant des billets sans que ça ait de conséquences sur leur inflation. Parce que pour l'instant, les Américains, ils impriment des milliers de milliards, mais ça a très peu de conséquences sur l'inflation aux États-Unis. En revanche, ça a une conséquence sur l'économie de quasiment tous les pays du monde. Donc ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Et Trump le sait, et donc c'est une des équations qu'il va devoir résoudre. Exactement. Parce que je ne vois pas, avec perdre entre autres le privilège du pétrodollar, comment vont-ils pouvoir tenir tout ça? Et quand il dit « Make American Great Again », il a quand même réussi à vendre sa salade, mais l'impasse financière des États-Unis est là, que ce soit Trump, Biden ou autre. Certains faisaient des parallèles avec l'Allemagne des années 30. Comment t'imagines, on est-tu dedans en ce moment? L'Allemagne des années 30, elle était très endettée, mais les Américains et les Anglais la finançaient massivement, en fait. Ils n'étaient pas mécontents de cette montée du nazisme. OK. Oui. Ça allait créer une guerre qui allait mettre KO l'Europe, et ça voulait dire qu'en fait, l'industrie qui était dominante à ce moment-là en Europe, l'Europe qui était le continent dominant du monde, allait être à plat et l'Amérique allait prendre ce rôle. Puisque dans l'effort de guerre, les Américains ont développé une industrie qui n'avait pas jusque-là aussi puissante dans tous les domaines, que ce soit l'automobile, l'aviation, etc. Et à la fin de la guerre, il y avait eu un changement de domination mondiale. Les Américains avaient pris, entre guillemets, la domination du monde. Et le pays qui est sorti le plus affaibli de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Russie. Ah oui, c'est certain. Au-dessus de 20 oui, mais on l'oublie tout le temps. La Russie qui a gagné la guerre, qui aurait dû être le pays qui recevait le plus d'indemnités, n'a jamais eu un centime. Elle a perdu 27 millions d'hommes. Elle a vu détruire tout son pays jusqu'au-delà de Moscou. Tu regardes l'avancée des Allemands. Donc, toute l'industrie russe, et qui est devenue après soviétique, donc l'Ukraine, Pologne, tous les pays de l'Est, tout ça, c'était détruit, exsangue. Wow. C'est pour dire, détestés tous, en plus. Quand on parle de la résilience du peuple russe, ils ont vécu des drames, eux autres, que nous, on regardait ça de haut, de nos films hollywoodiens.
on trouvait ça drôle, puis on disait, ils sont donc bien reculés. Et aujourd'hui, c'est de voir le peuple russe. Moi, en tout cas, je suis sorti complètement des clichés. J'ai parlé de ça avec ma famille cet été, que j'avais le désir d'aller en Russie un jour. Puis pour les néophytes, va pas là, tu vas te faire enlever. Et on est vraiment rempli de mythes et faut sortir de là. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu montrais? Non, c'est qu'en fait, je voulais... Tu sais, parfois, je réussis pas à récupérer les images sur ton YouTube. Quand je veux les mettre, les dernières vidéos, j'ai pas pu en fait. Parce que peut-être tu cliques sur un bouton qui dit qu'on peut pas récupérer les images en ligne. Non, je sais pourquoi. C'est parce qu'en ce moment, j'utilise le StreamYard de Radio Info Cité. Faudrait regarder ça avec mon technicien parce que je voudrais que tu aies les images tout le temps. Moi, je suis toujours ouvert à ce que ça élargit en fait le nombre de vues. Oui, comme on est chacun sous des mauvais algorithmes. J'ai payé aussi mon abonnement premium sur X. Donc maintenant, nos émissions sont diffusées en direct sur X. On est sur Rumble. On est sur X en ce moment. Oui. Oui, donc c'est. Merde, j'ai pas fait de pub. Hein? J'ai pas fait de pub comme j'ai enregistré avec mon téléphone, comme j'avais pas réussi à récupérer les images la dernière fois. Mais juste pour un mot de la fin, parce qu'il faut que que les gens te viennent en aide. Je sais que dans les commentaires, tu mets des petites choses. Moi qui viens de découvrir mon abonnement à Substack, Bertrand55, et c'est important pour moi en fait. Oui, puis je m'excuse, Bertrand, c'est ça, je suis dans un genre d'autres studios StreamYard, puis j'ai pas ton adresse courriel que j'ai tout le temps dans mes bannières. C'est Bertrand @55 Bellechasse. Bertrand @55 Bellechasse. Parfait. Merci beaucoup, Bertrand. On va suivre attentivement, puis on se reparle dans les prochains jours. C'est toujours très apprécié. Beaucoup de Québécois me parlent de ta présence à mes émissions. Et on est très content de ta présence. On espère un jour te voir au Québec. Moi aussi. On va penser à ça ensemble. Puis, vivement que le monde soit plus libre. Oui. La vente du miel va bien, Bertrand? Ça va bien. C'est la bonne saison. Ah oui? Merveilleux. Il commence à faire froid. Oui.
За победу! Ура! Tu recommences la marche quand? Ah, pas tout de suite. Là, j'ai trop de choses à faire, malheureusement. Ah ouais, je voulais recommencer vite, hein, et je pense que, je sais pas, sans doute en janvier. Bon, ben, c'est un beau bonjour, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, Karl. On va pouvoir faire plein d'émissions dans les semaines qui viennent. Ah oui, 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 exactement, oui. C'est pas les sujets qui vont manquer. Bye bye. Alors, c'était Bertrand Scholler en direct de France. Merci, c'est tout pour aujourd'hui.